Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille un historien français qui va nous parler depuis Paris, je crois, de l'un de ses ouvrages, Chasseur de trônes, publié aux éditions Talendier. Pascal Daïès-Burgeon est surtout spécialiste des deux Corées, auxquels il a consacré plusieurs essais, mais il s'intéresse aussi aux royautés et aux empires. Il est notamment l'auteur d'une biographie de la reine Astrid de Belgique, publiée en 2012, et d'une étude sur la fortune des rois en 2011. Pascal Daïès-Burgeon a également publié un livre sur Byzance en 2017, Byzance la secrète, traduit il y a 2 ans en roumain, sous le titre Secretele Byzanțului et dont nous parlerons évidemment. Mais dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'ouvrage que les éditions Talendier m'ont fait connaître, Chasseur de trônes, où il est encore question de rois, de reines, de prétendants à la fonction suprême, et au sein duquel la Roumanie est mentionnée à plusieurs reprises. Pascal Daïès-Burgeon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation au micro du soir. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment ce livre Chasseur de trônes est né, par quelle influence, quel contexte, parce que votre précédent ouvrage, si je ne me trompe pas, publié en 2018, concernait les deux Corées. Alors, comment et pourquoi maintenant Chasseur de trônes? Comment est-il né ce livre? Ça, évidemment, ce sont les cheminements des désirs d'écriture. C'est un sujet que j'avais depuis longtemps en moi, qui tient aux nombreuses lectures que j'ai pu faire de l'histoire du 19e siècle ou de début du 20e siècle, et notamment cette découverte surprenante que beaucoup de nations qui sont apparues dans ce siècle, compte tenu de l'émergence des mouvements nationaux, n'ont pas opté pour la République, mais pour une monarchie. Pourquoi pas? C'est d'ailleurs peut-être ce qui rapproche ce sujet de la Corée, parce que la Corée du Nord est une monarchie, c'est un choix. Bon. Mais au lieu de se choisir un souverain national, la plupart de ces nations européennes se sont choisies un souverain étranger dans, je dirais, l'ensemble des familles régnantes ailleurs. Évidemment, ça ne peut pas vraiment marcher. Donc, cette sorte d'aveuglement m'a beaucoup surpris, amusé, parce que c'est plein d'anecdotes, et finalement donner l'impression qu'il y a une recherche de nouveauté et d'indépendance qui ne fonctionne pas avec la monarchie. Et d'ailleurs, toutes ces monarchies ont échoué. Pour prendre l'exemple de la Roumanie, effectivement, que j'aborde parce qu'il est passionnant, eh bien, c'est étrange d'être allé chercher un prince allemand. Ça n'a pas pu véritablement fonctionner. La dynastie n'a jamais pu s'ancrer dans le cœur des peuples. Ça ne peut Nous pas allons en fonctionner. parler un petit peu Bien un sûr, petit bien peu plus sûr. tard, hein, bien sûr, de la Roumanie. Alors, comme vous le dites, effectivement, ce qui m'a marqué dans votre livre, c'est que les élites gouvernantes d'hier étaient très mélangées en termes de nationalité, hein, comme vous venez de le dire. Les mariages binationaux se concrétisaient d'abord pour des raisons de gouvernance monarchique. Et on ressent vraiment, quand on lit votre ouvrage, Chasseur de trônes, où j'ai beaucoup ri, je dois vous avouer, il y a beaucoup d'humour dans votre livre. On ressent que les peuples étaient comme détachés de ces élites et qui, semble-t-il, se jouer des populations. Elles semblaient complètement indifférentes. Alors, ma question est la suivante. Comment s'est effectuée l'évolution de la conscience populaire vers l'État-nation? Et c'est un peu le sujet sous-jacent. Vous avez la gentillesse de dire que c'est drôle, c'est-à-dire que ce sont des figures assez pathétiques que tous ces princes qui, lorsqu'ils sont cadets, n'ont rien à faire chez eux, donc se cherchent des trônes ailleurs, posent les candidatures un peu partout, parce qu'en fait, on remarque que très souvent, tel ou tel prince a essayé de monter sur le trône en Belgique, et puis en Grèce, et puis, si possible, quelque part en Italie, et puis, pourquoi pas en Roumanie, enfin, il essaye à tout hasard. Euh, Ça ne peut pas marcher. Je pense que l'émergence du mouvement national, c'est peut-être lié à ça aussi. C'est-à-dire que pour parvenir à toucher leur peuple, bah, ils ont été chercher des symboles historiques du passé,
Ils ont essayé de restaurer la culture traditionnelle qui avait été détruite par tel ou tel envahisseur. Pour les pays des Balkans, c'était bien sûr l'Empire ottoman. Ils ont essayé aussi de toucher un peu à la langue, de retrouver la langue des origines. Et donc, petit à petit, ils ont suscité une sorte de nationalisme dont ils ont été progressivement exclus. Au fond, ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis en essayant de créer un sentiment national. Donc, voilà, c'est ça un peu l'émergence des mouvements nationaux. Et puis, l'autre chose, c'est aussi que toutes ces élites, comme vous l'avez très bien dit, sont très conservatrices. Elles font reposer leur pouvoir sur l'armée et que petit à petit, il y a une émergence de volonté démocratique et qui dit démocratie et monarchie absolue, ça ne marche pas. Donc, progressivement, ces monarchies ont toutes échoué les unes à la suite des autres, sauf de rares exceptions, hein, la Belgique, par exemple, qui en est toujours une, vers un État-nation républicain et démocratique. C'est une transition, au fond, que j'ai essayé de décrire. Mhm. Tout à fait. C'est vrai que les personnages bienveillants sont plutôt rares. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la Roumanie, hein, qui est, vous en parlez en plusieurs reprises, notamment à partir de la page 131. Et si vous le voulez bien, je vais, d'ailleurs, pour donner envie à nos lecteurs, lire quelques passages de votre livre. Page 131, donc, sur Carole II de Roumanie. Ce passage que vous intitulez Le prince indigne. Alors je commence la lecture. Comme les autres nations balkaniques, la Roumanie est née dans la douleur et dans le sang. Répartie en 3 principautés, la Transylvanie, la Moldavie et la Valachie, que se disputent l'Autriche, l'Empire ottoman et la Russie, il faut des siècles à ses habitants pour arracher leur indépendance, d'autant que leur souverain ne les y aide pas. Alors, je passe sur les péripéties autour de ce trône roumain pour se retrouver dans les années 20, où vous décrivez le prince héritier Carole II. Vivant entre Monaco et Paris, il dilapide des fortunes et multiplie les liaisons. Le virus de la chasse au trône finit pourtant par le rattraper. La crise politique et sociale qui souffle sur l'Europe le persuade qu'il peut jouer un rôle. Depuis 1929, son beau-frère Alexandre de Yougoslavie dirige son royaume d'une main de fer. Pourquoi par lui? Proche des conservateurs, leur retour au pouvoir lui en donne l'occasion. Le 7 juin, il rentre à Bucarest pour faire annuler sa renonciation. Le lendemain, il monte sur le trône sous le nom de Carole II. Le petit roi Michel redevient prince héritier. Un petit peu plus loin, en septembre 1940, Carole est renversé par le général Ion Antonescu qui se flatte d'être le Pétain roumain et fonde un régime fascisant à la botte de l'Allemagne hitlérienne. Et vous terminez non pas ce chapitre, mais cette page en disant que resté à Bucarest, Michel fait de son mieux pour régner sans se compromettre avec la dictature. En août 1944, ayant pris contact avec la résistance, il réussit même à renverser Antonescu, espérant sauver ce qui peut l'être. Mais il est trop tard. Pour conserver la Grèce dans leur zone d'influence, les Alliés sacrifient la Roumanie. En décembre 1947, les communistes abolissent la monarchie et chassent Michel de son pays. Il n'y reviendra qu'à la chute de l'URSS, témoin âgé et impuissant d'un passé révolu. Alors, concernant il y a d'autres passages sur la Roumanie, mais quand j'ai lu ce que vous disiez sur la Roumanie, je me suis dit qu'elle a été, et vous le dites vous-même, plutôt malchanceuse avec ses monarques, pardon. Elle n'a notamment pas pu profiter, entre guillemets, du roi Michel, un roi très aimé. On l'a vu lors des obsèques en 2017. Nous en avons discuté en préparant cette émission. Alors, j'ai une question peut-être un peu audacieuse. Selon vous, qu'est-ce que le pays, la Roumanie, aurait pu gagner s'il avait vécu quelques décennies d'une monarchie bienveillante? Évidemment, c'est toujours difficile de refaire l'histoire, mais avoir un dirigeant comme l'a été ce Carole II, qui ne pensait qu'à lui, qu'à ses conquêtes. Quand vous évoquez Monaco, j'ai passé quelques anecdotes salaces. Enfin, il faisait publier des chroniques dans les journaux expliquant qu'il était malade, qu'il avait besoin de voir 10 femmes par jour. En fait,
des choses folles, enfin, Ah oui, ah oui, d'accord. dilapidant des fortunes. Mhm. Et ensuite, c'est ce monsieur qui revient et dirige le pays. Ça ne peut pas marcher. Il n'a pas de popularité, il n'a pas de compétences, il n'a pas de légitimité. Et néanmoins, parce qu'il est jeune et qu'il est né fils de roi, eh bien voilà, il va diriger. Ça ne peut plus fonctionner. Ça aurait peut-être marché au XVIIIe siècle si les principautés roumaines avaient été indépendantes, à l'époque de la monarchie absolue, mais au XXe siècle, ça ne peut plus fonctionner. C'est même humiliant pour les peuples, d'une certaine manière. Donc, sans cet histrion, peut-être que cela aurait fonctionné. Alors, vous dites le roi Michel très populaire, mais ce pauvre monsieur, donc, il est devenu roi à 6 ans, puisqu'en fait, Carole Ier a déshérité son fils aîné et il a choisi son petit-fils. Puis, donc, à 6 ans, que voulez-vous faire? Pas grand-chose, c'est un enfant. Ce qui n'est pas mal, d'ailleurs, d'avoir un enfant la tête dans l'état, c'est symbolique, c'est gentil, c'est joli, enfin voilà. Mais l'enfant ne décide rien, bien entendu. Ensuite, il est renversé par son père, ce qui est quand même incroyable. Enfin, il redevient prince héritier, puis il redevient roi quand il a 18 ans. Que voulez-vous qu'il fasse en pleine dictature? Pendant la guerre, il fait ce qu'il peut, mais il n'a aucune autorité. Et ensuite, après ça, eh bien, il est remercié parce que la révolution communiste met fin à la monarchie. Donc, en fait, il n'a rien fait. Et c'est peut-être pour ça qu'il est très populaire. C'est qu'il n'a rien pu faire. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les monarchies voisines, on a la même situation. On a quand même aussi un enfant roi en Yougoslavie, ça n'a pas marché et finalement le communisme s'est imposé. On a un enfant roi en Bulgarie qui lui aussi est devenu très populaire parce qu'il n'a rien fait et d'ailleurs qui est revenu au pouvoir, comme on le sait, pour devenir Premier ministre. C'est quand même assez étonnant comme destin. Donc tout ça sont des destins très amusants, très romantiques, mais un peu inquiétants sur la conception même qu'on se fait du pouvoir. Enfin, comment peut-on au XXe siècle confier le pouvoir à un vrai pouvoir pour des raisons héréditaires? Ce n'est pas sérieux compte tenu de la conscience et de l'évolution culturelle des peuples. Et donc, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est amusant, c'est anecdotique, c'est romantique, mais c'est assez dommageable pour les peuples. Alors, Pascal Daillage-Burgeon, en fait, en vous posant cette question, je pensais, et peut-être que l'analogie est sans doute périlleuse, mais quand je pense à l'Espagne, qui, alors, on dit que Franco était plutôt un régime autoritaire qu'une dictature, on ne va pas la comparer avec la dictature de Ceausescu, mais mort de Franco en 1975, on pense que le roi Carlos va continuer une monarchie plutôt dictatoriale. Eh bien non, pied de nez, il porte l'Espagne vers la démocratie. En tout cas, il soutient la démocratie. Et c'est vrai que dans ces années 80, assez tumultueuses en Espagne, la monarchie, jusqu'à aujourd'hui, mais on sait aujourd'hui que malheureusement l'image du roi, enfin de l'ancien roi Juan Carlos est ternie, mais il n'empêche que dans les années 80 et 90 et au-delà, c'est une figure qui a été très importante pour la démocratie espagnole, même s'il n'avait pas de véritable pouvoir exécutif. Alors je ne peux m'empêcher de penser que, sans faire l'apologie de la monarchie en Roumanie évidemment, mais par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90 dans ce pays et dans les années 2000, je ne peux m'empêcher de penser que peut-être, à l'image de l'Espagne, un roi portant, symbolisant la démocratie aurait peut-être pu faire du bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, évidemment, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question qui est uchronique en quelque sorte. Que serait-il passé si les choses qui sont passées ne s'étaient pas passées? Moi, je note quand même que ce qui a pu fonctionner en Espagne, c'est l'enracinement multiséculaire des Bourbons. Aucun État balkanique, malgré l'épouvantable dictature communiste, n'est revenu ensuite à une monarchie, alors que toutes les dynasties étaient présentes. On aurait très bien pu demander au roi Michel de redevenir roi de Roumanie, d'une certaine manière. Siméon aurait pu transformer son essai de Premier ministre en redevenant roi de Bulgarie, enfin tsar de Bulgarie, etc., etc. Ça ne s'est pas passé parce qu'il n'y a pas d'enracinement suffisant. Donc, si la question consiste à dire qu'une monarchie constitutionnelle de type britannique ou belge, c'est peut-être la Belgique qui est intéressante, puisque là aussi on a deux, non pas principautés, mais deux entités quand même très différentes. Peut fonctionner, oui, dans ces pays, ça peut fonctionner. Dans les pays des Balkans, il me semble qu'il y a un problème d'enracinement. Cette monarchie était trop récente, ces monarchies étaient trop récentes, trop imposées par l'étranger, trop liées au milieu militaire et aux grands propriétaires,
pour que ça fonctionne. Donc, un homme populaire, oui, parce que c'est comme une star de cinéma. On la regrette quand elle meurt, mais ça ne va pas plus loin. Mmh. Et une petite question qui me vient maintenant sur ces rois, reines et prétendants et princes, dont vous parlez dans votre livre. Est-ce qu'il y avait des conseillers? Est-ce qu'il y a quand même des gens qui leur disaient, est-ce qu'ils écoutaient, est-ce que certains d'entre eux écoutaient, des conseillers, des conseillères qui pouvaient leur dire que leur attitude, n'était peut-être pas la plus, bénéfique? Évidemment, il y a comme je cite une cinquantaine de diverses personnalités, vous avez tous les genres. Ce Mmh. qui est quand même étonnant, c'est de voir que dans la plupart des cas, même dans les monarchies constitutionnelles, même dans le cas de la reine Victoria, par exemple, au Royaume-Uni, eh bien, le trône est plein, c'est-à-dire que ils font un peu ce qu'ils veulent. Enfin, ils demandent des choses, ils exigent des choses et ils les obtiennent. Donc, le Royaume-Uni, bien sûr, c'est une démocratie parlementaire et la reine obéit aux élections. Mais néanmoins, la reine Victoria intervient, pousse dans tel ou tel domaine. Et plus on s'éloigne des pays anciennement démocratiques, plus on voit que le trône est plein et qu'en définitive, les monarques même qui ont été imposés de l'étranger, eh bien, imposent ce qu'ils souhaitent. Hein. C'est le cas du fondateur de la monarchie bulgare, par exemple, qui avait comme simple conseiller sa mère, en quelque sorte, qui a d'abord payé son trône, puisqu'il était richissime, et elle a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse le décrocher, et qui donnait des conseils, a fait construire une voie de chemin de fer, etc. Et il a éliminé tous les hommes politiques et il a dirigé lui-même. Et Carole II a fait au fond un moment la même chose. Donc qu'ils aient des conseillers, oui, bien sûr, je n'en doute pas, mais en définitive, ils sont tous prisonniers du sentiment qu'ils ont que bah, je suis roi, donc je dirige en fait. Ce Mmh. qui n'est pas légitime dans une monarchie parlementaire. Et on a même le cas de la Belgique où le roi Léopold III, dans un pays parfaitement démocratique, à un moment s'y est cru quand même et a voulu plus ou moins prendre le pouvoir. Et lorsque la Belgique a été envahie par l'Allemagne, a décidé de son propre chef de baisser les armes, alors que le gouvernement voulait continuer à résister. Parce que c'est un choix politique très grave. D'où vient ce choix? Du fait que cet homme est persuadé que, comme il est né fils de roi, qu'il est roi, il a une autorité. Ça ne peut plus fonctionner. Mmh. Donc, je crois qu'ils sont tous, certes, entourés de ministres, de conseillers, mais tous victimes de cette illusion terrible qui est de croire que, parce qu'ils sont nés rois, ils ont la légitimité pour diriger. Mmh. Ce qui Il n'est y pas avait le cas. aussi des différences d'âge qui aujourd'hui seraient très choquantes, hein. Il y avait, je crois qu'on mariait des jeunes princesses alors qu'elles étaient mineures Bien sûr, oui, avec ça, des c'est. vieux croulants. C'est Ouais, quand oui. Oui, tous ces gens en plus vivent des destins terribles, c'est-à-dire qu'aucun ne se marie par amour. Hein. C'est le cas du roi Carole Ier qui même. aurait bien Et aimé, quand mais ils bon, veulent se marier par amour, on leur interdit. Voilà, donc en gros, ils ont une vie à part, hein, vivent dans des châteaux somptueux alors que le peuple est dans une misère noire, sont entourés de courtisans et de turiféraires, donc ils finissent par croire que leur destin est différent des autres. Ils n'ont pas peut-être les joies sereines de l'amour bourgeois, mais du coup, ils ont le droit de diriger. Et certains, avec un peu de talent, peuvent y parvenir, et beaucoup d'autres en sont incapables, parce que ce n'est pas parce qu'on est né qu'on peut diriger. Mhm. Alors, si vous voulez bien, Pascal Daïes-Burgeon, nous allons passer à votre ouvrage, celui-là que je n'ai pas lu, sur Byzance, traduit il y a 2 ans en roumain. Oui. Byzance la secrète, Secretele Byzanțului. Alors, j'ai lu sur le site babelio.com qui présente cet ouvrage que l'objectif de cet essai, de votre essai, vise à porter un autre regard sur Byzance et à souligner la modernité d'un empire situé dans la partie orientale de l'Empire romain, qui pendant un millénaire, c'est-à-dire jusqu'à la chute de Constantinople en 1453, a fait face à des défis qui sont toujours les nôtres, le despotisme, le fanatisme religieux, la guerre ou le rapport complexe entre l'Orient et l'Occident. Quand vous observez les actualités des pays d'Europe centrale et orientale, Roumanie incluse évidemment, comment ressentez-vous encore aujourd'hui cette influence byzantine? Comment, d'une certaine façon, pour vous, elle est toujours présente? Euh, Peut-être dans le paysage, le fait que dans tous ces pays, nous voyons encore
des petites Sainte-Sophie, c'est-à-dire des églises à coupole. Certaines d'entre elles sont devenues des mosquées, d'autres ont inspiré les mosquées, mais somme toute, la mosquée de type turc-ottoman est une petite église byzantine. Donc, la singularité de l'architecture byzantine est encore partout, et ça, je trouve cela assez touchant. La religion orthodoxe et ses dérives, enfin, ou C'était la ses religion succès d'années. principale au sein de l'Empire byzantin, oui. Ah, bien, ça, bien entendu. Enfin, la religion, eux, s'estimaient orthodoxes, c'est-à-dire la vraie foi, le vrai christianisme originaire, bah, est encore présent. Cette idée aussi d'une famille qui dépasse les frontières, au fond, d'une nation. Hein. L'Empire byzantin est multinational, il l'a toujours été. Il n'est pas un État, il est l'ensemble des États. L'Empire byzantin est un peu le début de l'idée européenne, d'une certaine manière. Au-delà de tous les petits États avec leurs princes et leurs particularités, il y a au-dessus une entité qui trône à Constantinople. C'est peut-être aussi ça, la modernité de Byzance. Cette idée aussi que la guerre, bon, quand il faut la faire, mais quand même le commerce, les échanges, c'est tellement mieux. Et Byzance a été considérée par l'Occident, je trouve, de manière totalement injuste, comme très lâche, parce que cet empire n'aimait pas faire la guerre. Il a passé son temps à corrompre tout le monde. Eh oui, mais ne pas faire la guerre, en définitive, c'est pas mal. Donc, lorsque, par exemple, on parle beaucoup à cause de l'Ukraine, du Caucase et de la Crimée, lorsque des peuples issus du fin fond de la mer Noire attaquent Byzance, Byzance paye un tribut. Oh là là, on va vous donner de l'argent et comme ça, vous ne nous attaquerez pas. Oui, très bien. Donc, on verse des sommes d'or colossales. Et que font ces tribus agressives avec l'Europe? Ils viennent à Byzance faire du commerce, acheter. Donc, en fait, ils font la paix par le commerce. Ça aussi, c'est assez intéressant. Et puis, On voit cette idée aussi du ville-monde aussi, c'est ouais. passionnant. Ce que vous décrivez, c'est effectivement les rapports entre la Roumanie et l'Empire ottoman a été voilà plutôt des rapports de commerciaux, enfin de bakchiche précisément pour qu'il n'y ait pas d'agression concrète. Oui, mais la différence, c'est que l'Empire ottoman a toujours fonctionné par une terrible terreur. Enfin, si je ne m'abuse, la plupart des hospodars ont été pendus ou décapités. Enfin, c'est épouvantable. Et les empereurs byzantins ne pratiquaient pas cela. Certains d'entre eux considéraient même que la peine de mort n'était pas chrétienne. Hein, seul Dieu peut donner la mort. Donc, l'empereur ne donne pas la mort. Il est vrai qu'on torture à Byzance, on coupe les mains, les nez, etc. Mais on ne tue pas à certains moments. À certains moments, on tue, bien entendu. Mais Mhm. lorsque l'empire est solide, eh bien, la mort n'est pas chrétienne. Donc, il y a là aussi une sorte de vision pacifique des choses et qui est intéressante. Pacifique multiculturelle, donc en gros pré-européenne d'une certaine manière. Et c'est en ça que je trouve l'empire byzantin passionnant, tout en ayant en même temps aussi cette vision d'un pouvoir absolu. Les souverains byzantins sont des autocrates, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir en eux parce que Dieu le leur a donné, qui a inspiré toute une série de monarques absolus, et notamment les rois du XIXe siècle, hein, les rois Carole, ont joué à fond sur le byzantinisme. Carole II s'est fait appeler par des titres qui rappelaient l'Empire byzantin. Enfin, Ferdinand, lui, a fait un couronnement de type byzantin, en Bulgarie aussi. Donc, les références à l'Empire byzantin sont aussi très présentes pour légitimer ces monarchies de pacotille du XIXe siècle. Et là, ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce que vous pensez de la connotation qui est souvent utilisée par rapport à Byzance quand on parle de faste, Eh de, oui. euh, oui. Et de faste et de corruption et d'incompétence. Mais ça, c'est Voltaire. Hein. Mhm. Voltaire, pour diverses raisons, haïssait la monarchie absolue. On comprend parfaitement. Et donc, comme il ne pouvait pas dire je déteste le système, je hais Louis XV, etc., il a pris comme ennemi Byzance, qui était une sorte de métaphore de la monarchie absolue. Et donc, il a dit des horreurs sur Byzance. Et c'est resté dans les esprits, et c'est bien que maintenant, byzantin, ça veut dire compliqué, tordu, vicieux. Et d'ailleurs, on dit de l'administration européenne qu'elle est byzantine, parce qu'elle est extraordinairement complexe. C'est Mhm. assez injuste. Mhm. Pascal Dayès-Burgeon, je ne peux m'empêcher de terminer cet entretien par évidemment l'actualité très sombre. Hein, nous sommes ici à Bucarest, hein, au port d'un conflit qui dure.
En tant qu'historien, spécialiste, je sais des deux Corées, mais aussi de cette région d'Europe centrale, orientale, quel est votre sentiment, peut-être vos prédictions par rapport à ce qui pourrait arriver? Eh bien là, on peut un peu raisonner aussi en référence byzantine. Enfin, Monsieur Poutine semble se prendre pour un tsar qui va au-delà des nationalités. Au fond, j'ai l'impression qu'il veut annexer l'Ukraine tout entière, mais il veut en être le suzerain, le souverain. Il veut une Ukraine vassale. Et sans doute en va-t-il de même pour les autres pays qui ont échappé à l'Union soviétique. Il voudrait en être le souverain. Après tout, Moscou se prétendait comme la troisième Rome, comme les tsars de Russie avaient épousé une princesse byzantine juste après la chute que vous avez évoquée, eh bien, ils se sont déclarés troisième Rome. Donc, il y a cette dimension-là et qui ne colle pas, bien entendu, avec la volonté des peuples. Et l'exemple de l'histoire, enfin, l'histoire évidemment regorge de tellement d'exemples qu'on peut toujours trouver des exemples et son contre-exemple. Enfin, l'Europe donne à penser quand même que la volonté des peuples en définitive, s'impose. La volonté des ouvriers au XIXe siècle, la volonté des classes moyennes au XXe siècle, la volonté des jeunes générations maintenant, et que la dictature très dure ne tiendra pas au regard de ce qui fait la réalité de notre société, c'est-à-dire un appel à la liberté et les réseaux sociaux. Enfin, je pense que M. Poutine sera défait en définitive par les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, comme beaucoup de mes contemporains, comme compatriotes français, comme vous-même sans doute, et je l'imagine, comme beaucoup de Roumains, nous sommes en sympathie, bien entendu, avec le peuple ukrainien, sans être totalement naïf, en sachant très bien que l'Ukraine a été aussi avant un endroit où la corruption était très forte. D'ailleurs, quand on regarde les dramatiques, les films, un peu de politique fiction des années 2017-2018, l'Ukraine était toujours prise en très mauvaise partie. Maintenant, au contraire, on l'aime beaucoup parce qu'elle a été agressée. Donc, en tant que citoyen, je souhaite bien entendu la paix et que ce peuple retrouve son indépendance. Et en tant qu'historien, je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Voilà, mais sens de l'histoire. Et ça marche aussi en Asie, d'une certaine manière. La Corée, qui est très lointaine, qui pourtant a beaucoup de points communs, en définitive, avec beaucoup de pays européens, c'est une irrépressible volonté d'indépendance. Et ce petit pays, du Sud, bien entendu, puisque le Nord est une épouvantable dictature pro-soviétique délirante, enfin, le Sud parvient à une sorte d'autonomie, de volonté d'indépendance et d'extraordinaire créativité. Donc, le vent de l'histoire, pour le moment, porte, je pense, à ce que les peuples puissent obtenir un semblant, enfin, une forme d'indépendance, et certainement pas la guerre voulue par un tsar archaïque. Mmh. Pascal Daillès-Burgeon, je vous remercie infiniment d'avoir C'est moi qui été vous remercie. avec nous au micro du soir. Alors, je ne veux pas oublier de dire que, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez la possibilité de commander les livres de Pascal Daillès-Burgeon à la librairie française Kiralina de Bucarest. Ça prendra quelques jours, mais au lieu de passer par Amazon, utilisez la librairie française Kiralina. Et puis c'est un endroit très agréable et toujours voilà, très agréable où récupérer ses livres. Donc Chasseur de trône et également Byzance la secrète qui est également, encore une fois, je répète, disponible en roumain, Secretele Byzanțului. Merci infiniment, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous souhaite un bon et long week-end. Week-end plăcut. Au revoir.